Je suis née en France en 1920. Je suis née d'une idée de mon père. Mon père, c'est Maurice Walef, un journaliste et écrivain belge très influent dans les cercles médiatiques de l'époque. À ce moment-là, je n'ai pas encore de mère. Elle m'adoptera bien plus tard. Pourtant, dès ma naissance, les femmes prennent une place primordiale dans ma vie. C'est d'ailleurs grâce à elles que j'ai vu le jour, ou plutôt grâce à la passion de mon père pour l'élégance des jeunes femmes françaises. Une élégance qu'il veut à tout prix faire rayonner et promouvoir en créant un concours de beauté. Ce concours, c'est moi. Mes premiers pas sont fébriles, très peu réguliers. Tout comme mon nom Miss France qui change et suscite quelques débats. Pas simple de naître pendant la Première Guerre mondiale. La presse parisienne, jusqu'alors anti-américaine, refuse d'utiliser ce premier nom et opte pour celui de la plus belle femme de France. Je vais vous raconter comment je suis devenue le concours le plus populaire et le plus ancien diffusé à la télévision française. Je vais vous livrer le secret de ma longévité, malgré les attentes d'un public de plus en plus diversifié, exigeant et attentif aux divers combats de société. Podcast Story. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de la rencontre avec la première femme de ma vie, Agnès Souret. Nous sommes en 1920. J'ai seulement quelques mois d'existence et Agnès vient de fêter ses 17 ans. À cette époque, je n'exigeais pas la majorité. Agnès remporte le titre de la plus belle femme de France. Cette élection scelle notre union. Une union qui se fait bien loin des caméras de télévision. Agnès fait partie des 1700 candidates qui s'inscrivent en envoyant une carte postale au quotidien Le Journal. J'avoue que j'ai eu très vite un faible pour elle. Mais ce n'est pas moi qui décide à la fin. Le jour du concours, elles ne sont plus que 49 jeunes femmes à concourir. Durant 7 semaines, elles apparaissent 7 par 7 sur les écrans de cinéma pendant l'entracte. Elles sont soumises au vote des spectateurs, qui reçoivent un bulletin à l'entrée des cinémas. Agnès remporte l'élection avec plus de 114 000 voix. Les actualités filmées commencent à parler de moi, mais elles mettent surtout en avant la plastique des candidates et leur belle forme. Agnès décède tragiquement à 26 ans, d'une péritonite, alors qu'elle avait devant elle un avenir radieux dans le cinéma. Je connais alors mon premier grand chagrin. Jusqu'à mes 7 ans, ma vie n'est pas très stable. Mais cette année 1927 est marquante pour moi. Je porte enfin le nom de Miss France et Roberte Cuzet, gagnante cette année-là, est donc la première Miss France d'une longue série. Au fur et à mesure des années, les Français développent une affection particulière pour ce que je représente. Mais les médias, eux, font très peu attention à moi. Je ne comprends pas très bien pourquoi, surtout que ma vie connaît déjà de nombreux rebondissements. Qui se souvient de la Miss qui a eu le sacre le plus court de l'histoire des Miss France ? Personne. Et pourtant, Elisabeth Pitts, élue en 1935, abandonne son titre de reine de beauté 2 heures seulement après sa victoire, en raison d'une polémique sur ses origines. Elisabeth est née en 1913 dans une ville allemande, mais qui appartient à la France depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le nom d'Arlette Collot ne vous dit certainement rien non plus. C'est la Miss France 1964. Elle aussi a connu un règne écourté au bout de 8 mois, pour la simple et bonne raison qu'après son élection, elle a affirmé qu'elle ne souhaitait pas parcourir la France. Rien que d'en parler, ça me met en colère. Elle est destituée dans la foulée de ses déclarations. Quelques années après, c'est la Miss 1978 qui secoue ma vie. Pascale Torua, Miss Nouvelle-Calédonie, remporte l'élection. Mais le manque de sa terre natale la rattrape. Et au bout de 6 mois, elle décide de retourner sur son île du Pacifique. J'ai dû attendre d'avoir 67 ans pour prendre une autre dimension médiatique. Oui, 67 ans. Je suis enfin diffusée à la télévision pour la première fois en 1987. Ce tremplin n'aurait pas eu lieu sans mes parents adoptifs, le couple de Fontenay. Ensemble, ils me façonnent, me chouchoutent, me font évoluer pour que je sois dans l'air du temps et que je reste perpétuellement en phase avec les jeunes femmes de la société. Louis et Geneviève, de leur prénom, croient en mon potentiel et me donnent confiance. Au départ, tout est fait maison. Louis de Fontenay fabrique mes écharpes en même temps qu'il gère ma communication et mon développement.
Geneviève endosse les rôles de costumière, répétitrice, trésorière, chauffeuse. À deux, ils m'accompagnent faire la tournée des régions de France dans leur DS pendant plus de 25 ans. Louis décède en 1981. Je perds un père. Geneviève lui succède au poste de directrice de la société Miss France. Elle fait entrer Xavier, son fils, dans l'aventure. Ensemble, la mère et le fils parcourent chaque année 30 000 kilomètres à travers la France. C'est durant ces voyages que nous recherchons des nouvelles générations de Miss. Malheureusement, l'entreprise peine à être rentable. Il faut attendre cette mémorable soirée du réveillon du jour de l'an 1986, présentée par Guy Lux, pour que je rencontre mon public et que je réunisse jusqu'à parfois 15 millions de téléspectateurs. Nous sommes le 31 décembre 1986. Et pour la première fois de mon histoire, je fais mon apparition sur les écrans de télévision dans une émission titrée « C'est demain 87 ». Je suis un peu stressée. Je suis animée par Guy Lux et son invité inattendu l'abbé Pierre depuis les studios des Buttes Chaumont à Paris et diffusée en direct sur FR3. Le jury est notamment composé par Popek et Bernard Ménez. Ce soir-là, en plus de la retransmission, je propose une autre nouveauté qui vient rythmer la soirée. En effet, la reine de beauté est désignée parmi les 5 finalistes par le vote du public qui se prononce en appelant la radio Europe 1. D'ailleurs, en duplex de la station de la rue François 1er, un certain Céleste Prior, un animateur de l'époque, s'en mêle les pinceaux au moment du verdict. Céleste semble perdu, il panique, il bégaie et surtout, il se trompe. Il attribue les mauvaises places aux dauphines qui attendent patiemment derrière le décor de l'émission. Geneviève de Fontenay, que l'on aperçoit en arrière-plan derrière Guy Lux, semble perdre patience sous son grand chapeau noir et blanc. La soirée tourne à la catastrophe. Les candidates sont en larmes. Guy Lux ironise sur la situation embarrassante et tente de sauver les apparences. Mais son agacement est palpable. Heureusement, au bout de quelques minutes, l'annonce de la 57e Miss France se fait sans erreur. Nathalie Marquet est la première Miss à être élue en direct à la télévision malgré les sifflements du public présent sur le plateau, qui visiblement avait une préférence pour Miss Réunion. À partir de ce soir-là, je deviens un rendez-vous annuel incontournable dans les foyers français. Certaines de mes images marquantes font désormais partie du patrimoine de la télévision française, comme ce soir de l'élection en 1989, où l'émotion est trop forte pour la jeune candidate Miss Aquitaine, Peggy Zlotskowski, qui s'évanouit en direct à l'entente de son nom. Un malaise devenu culte. Après Guy Lux, c'est au tour de Sacha Distel, Yves Lecoq et Julien Lepers de se succéder en tant que maître de cérémonie. Je cherche encore mon identité et mon format. Je change de présentateur et teste en permanence de nouvelles idées, jusqu'à ce que j'arrive sur la première chaîne en 1995. C'est alors que je fais la connaissance de Jean-Pierre Foucault, qui accepte de faire quelques infidélités à ces sacrées soirées pour moi. Une longue et belle histoire d'amitié se crée entre nous. Mon arrivée sur la Une lui permet d'enregistrer ses meilleures audiences, mais pas seulement. Je ne suis plus diffusée le 31 décembre, mais quelques jours avant Noël, période où la consommation est la plus élevée et où les marques se disputent les espaces publicitaires moins nombreux à l'époque. En plus d'un succès d'audience, je deviens l'un des programmes les plus rentables de la chaîne, avec ses écrans de publicité attractifs. Geneviève de Fontenay et son fils Xavier voient enfin le fruit de leurs efforts récompensés. Je deviens un show avec une identité sonore reconnaissable par tous. D'ailleurs, savez-vous quel est le point commun entre le film La Boum et moi ? C'est Richard Sanderson. Le compositeur du tube Reality du célèbre film avec Sophie Marceau est également à l'origine du générique de l'émission Miss France que vous entendez chaque année depuis plus de 30 ans. Jean-Pierre Foucault, lui non plus, ne change pas. Même s'il a bien failli perdre sa place le 13 décembre 1998, quand Miss Lorraine, Sophie Thalmann, répond avec aplomb à la question de l'animateur « Qu'aimeriez-vous faire plus tard ?» « Prendre votre place », répond-elle sans hésitation. Quelques minutes plus tard, elle fut sacrée Miss France. J'ai toujours pensé que son culot avait fait la différence. Au-delà des castings des candidates dans toutes les régions de France, mon succès repose sur la tradition d'un rendez-vous qui propose des ajustements,
mais qui ne change pas vraiment. Le public apprécie les rituels du rendez-vous. C'est pour cela que la Une, devenue TF1, préserve certaines habitudes et estime que mon évolution doit se faire en douceur. Impossible donc de déroger à la règle d'un jury composé d'un président ou d'une présidente, accompagné de personnalités différentes chaque année, et qui participent au vote des candidates. Inutile de préciser que les temps forts de la soirée ne changent pas non plus, avec ces 3 grands défilés. Le premier en robe du soir, le deuxième en costumes régionaux, et le 3e en maillot de bain. Le fameux maillot de bain. La tradition veut que les Miss défilent en maillot de bain depuis 1940. Mais cette dernière tenue a fait l'objet de nombreuses controverses pendant des années. Au début, les élus étaient vêtus d'un maillot de bain une pièce. Puis plus tard, le bikini fera son apparition, pour ensuite laisser la place de nouveau au maillot de bain une pièce en 1986, lors de la première diffusion télévisée. En témoigne le maillot de bain rose électrique de Nathalie Marquet lors de sa victoire chaotique. Ce n'est qu'en 2006 que le maillot de bain 2 pièces devient l'exigence de la compétition. Les maillots de bain évoluent, et les coiffures aussi. Heureusement. Je suis désormais célèbre. Mais qui dit notoriété, dit aussi critique ou scandale. Ces polémiques participent à mon succès. Tout le monde se souvient sans doute des rumeurs entourant la participation d'Élodie Gossuin, Miss France 2001, à l'élection de Miss Univers, qui se déroule la même année à Porto Rico. Une journaliste du Daily News émet des doutes quant à l'appartenance de la jeune Française à la gente féminine. Les médias s'emparent du sujet alors qu'Élodie Gossuin se classe dans le top 10 de l'élection Miss Univers, dont la société appartient à un certain Donald Trump. Geneviève de Fontenay, réputée pour être une louve avec les Miss, ira jusqu'à obliger l'organisation à présenter l'acte de naissance de la jeune femme originaire de Picardie et à procéder à des tests. En 2002, le fils de Geneviève de Fontenay, en accord avec celle-ci, vend la société Miss France à la société de production Endemol pour une somme proche de 5 millions d'euros. Une belle opération pour le couple de Fontenay mère et fils, puisqu'ils réussissent à garder leur titre de directeur pour lui et de présidente du comité Miss France et directrice adjointe pour elle. Elle, que je considère aujourd'hui comme ma mère, c'est la dame au chapeau. Elle a su imposer une vision conservatrice de l'élégance à la française jusque-là. Au fil de la collaboration, des désaccords surgissent entre Geneviève et la société Endemol. Un profond ancrage dans le classicisme n'arrive plus à cohabiter avec une volonté grandissante de modernisme. Ajoutez à cela des scandales à répétition autour de clichés compromettants de jeunes candidates. Les années 2000 ne sont pas de tout repos pour moi. Geneviève quitte le comité Miss France et décide de lancer sa propre élection, Miss Prestige National, avec l'espoir de recréer un concours aux valeurs qui lui sont chères et qu'elle a su mettre en place au tout début de l'aventure avec son mari. Je me sens abandonnée. Elle cède sa place à Miss France 2002, Sylvie Tellier. La guerre des Miss est déclarée. Geneviève ne rencontre pas le succès attendu. D'abord diffusé sur TMC la première année, le concours est retransmis seulement sur Facebook, avant de revenir sur différentes chaînes régionales. Geneviève se retire du monde des Miss après 5 éditions de Miss Prestige National. Elle est alors âgée de 83 ans. Nous sommes à l'aube de l'arrivée des mouvements féministes. Je me prends de plein fouet certaines associations qui s'opposent de manière de plus en plus insistante à ces concours. Selon elles, ils ne mettent en avant que le physique de la femme et véhiculent une vision réductrice de leur corps et de leur hypersexualisation. Dans le même temps, et comme pour être dans l'air du temps, j'assouplis le règlement de participation à l'élection Miss France et j'élargis les critères. Il n'y a plus d'âge maximal, contrairement à avant où il ne fallait pas avoir plus de 24 ans. Les candidates peuvent être tatouées, mariées ou encore être mères. En 2021, la présidente de la société Miss France, Alexia Laroche-Joubert, annonce l'ouverture du concours aux personnes transgenres. Une avancée considérable dans mon évolution, en phase avec celle de la société. Endemol va encore plus loin pour contrer la montée des mouvements féministes au sujet de la place de la femme dans le programme. La production s'intéresse davantage aux candidates en musclant leurs portraits, qui représentent près de 46 minutes d'antenne, en leur donnant des temps de parole plus longs.
C'est le cas notamment lors des interviews menées par Jean-Pierre Foucault auprès des 15 Miss sélectionnées, puis plus tard dans l'émission avec les 5 finalistes. Plus qu'une simple élection, je suis désormais un réel show télévisé avec ses lumières, ses tableaux, ses chorégraphies. Dans la période actuelle, les téléspectateurs veulent rêver, ils veulent se divertir, ils attendent de la magie en regardant ce programme. C'est ce que je tente de proposer en intégrant des scènes posées sur l'eau, des chevaux, de la pyrotechnie. Les profils des candidates ont eux aussi évolué. Elles acceptent de faire le show. Jamais on n'aurait imaginé une Miss descendre du plafond avec des ailes dans un tableau Avengers il y a quelques années. Aujourd'hui, les participantes sont bien conscientes qu'au-delà de ma générosité, 100 000 € de cadeaux pour la gagnante, un salaire mensuel de 5 000 € pendant l'année de son sacre et la mise à disposition gracieuse d'un appartement, je peux être un véritable tremplin. Une opportunité qui peut leur ouvrir des portes professionnelles inespérées. Pour être en phase avec l'époque actuelle, elles doivent toutes être à l'aise sur les réseaux sociaux, car leur notoriété se construit également sur le digital. Je suis considérée par certains comme un show féerique, et par d'autres comme sexiste et appartenant à une autre époque qui considère la femme comme une potiche. C'est ce que dénonce l'association Oser le féminisme, et elle n'est pas la seule. En 2023, 14 associations féministes s'unissent contre moi. À l'écran, ce sont pourtant des candidates de plus en plus engagées que l'on peut découvrir. La plupart revendiquent agir pour améliorer la condition féminine. L'exclusion d'une Miss du concours, pour avoir posé nue pour une campagne contre le cancer du sein, apporte de l'eau au moulin des associations, qui estiment que les candidates représentent la femme bonne à marier. Malgré les critiques, je décide naturellement en 2019 de témoigner mon soutien au mouvement MeToo, en présentant un jury composé exclusivement de femmes. Je réitère l'expérience en 2021 pour la 100e élection, avec seulement des anciennes Miss dans le jury. En 2023, pour rendre hommage à ma mère, la grande dame Geneviève de Fontenay, décédée à 90 ans, qui a mis les femmes en avant tout au long de son existence, les femmes sont de nouveau mises à l'honneur. La guerre des Miss, mon évolution, la montée en puissance du féminisme, les scandales. Finalement, tout cela fait partie de mon histoire. Mais le vrai juge reste les audiences, qui témoignent chaque année d'un attachement toujours aussi fort du public. Près de 8 millions de personnes étaient devant le sacre d'Eva Gilles, Miss France 2024, qui est la première Miss France à porter une coupe courte. Je suis toujours l'une des émissions les plus regardées de France. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.